Personne, à Toluca, n'a jamais su expliquer pourquoi les archives municipales de l'année 1917 commencent par une phrase si sèche et si inquiétante. Les sœurs Daniela et Veronica Hernandez n'ont pas reparu après la tombée du soir. Aucun détail, aucune observation de témoin. Rien d'autre qu'une ligne froide, presque administrative, mais qui a traversé un siècle entier comme une fissure silencieuse dans la mémoire d'une ville. Avant de commencer, n'oubliez pas que chaque détail compte. Si cette histoire vous touche, laissez un j'aime et abonnez-vous. Cela aide à maintenir cette archive en vie et à garder ces histoires du passé vivantes, même lorsque le temps tente de les effacer. À cette époque, Toluca était encore une cité tranquille, enveloppée par les montagnes et par une sorte de lenteur provinciale. Les rues pavées résonnaient au pas des chevaux, l'air portait l'odeur du bois humide et du maïs grillé, et chaque famille connaissait les murmures, les fragilités et les espoirs de toutes les autres. Dans ce monde de routine simple, la famille Hernandez vivait modestement, mais avec une réputation intacte. Des gens travailleurs, discrets, unis, habitués à la lumière douce des fins d'après-midi et au silence des petits villages où rien, en apparence, ne change jamais vraiment. Daniela, l'aînée, était connue pour sa détermination et sa manière d'observer les choses avec une attention presque scientifique. Elle a 20 ans et travaille ponctuellement pour un maître d'école, l'aidant à recopier des textes, à trier des cahiers, à classer des lettres. Véronica, de 2 ans plus jeune, était plus vive, plus instinctive, plus rieuse. Les habitants se souviennent de son pas rapide, de sa façon de tenir ses cheveux relevés quand elle courait entre les étals du marché pour aider leur mère. Ensemble, elles formaient une présence familière dans les ruelles. 2 silhouettes presque inséparables, 2 manières différentes de regarder le même monde. Selon les documents encore conservés aujourd'hui, la famille menait une vie sans heures. Le père, ouvrier dans une petite menuiserie, rentrait chaque soir avec les mains imprégnées de sueur. La mère, couturière, cousait tard dans la nuit lorsque les commandes s'accumulent. Les voisins affirmaient que les sœurs partageaient la même chambre, lisaient les mêmes magazines importés de la capitale et se disputaient parfois pour des détails insignifiants. Une épingle, une écharpe, un secret chuchoté puis oublié. Rien, absolument rien, ne permettait d'imaginer qu'un jour elles cesseraient d'apparaître dans les rues comme elles l'avaient toujours fait. Pourtant, quelque chose dans les registres attire l'attention du chercheur qui feuillette ces pages un siècle plus tard. Une annotation minuscule, ajoutée à l'encre plus claire, presque effacée. Dernière sortie observée le 24 octobre en direction du quartier de la Gare. Aucun témoin n'est cité, aucun motif n'est indiqué. La seule certitude est la direction, écrite d'une main incertaine, comme si le fonctionnaire n'avait pas été totalement sûr de lui. Et cette incertitude devient le premier éclat d'un mystère qui, dès le premier regard, semble trop silencieux pour être anodin. Dans la ville de Toluca, ce quartier précis, celui de la Gare, était connu pour être un lieu de passage, un espace où se croisaient ouvriers, marchands, voyageurs venus de loin. Les archives montrent un va-et-vient désordonné, des départs hâtifs, des arrivées imprévisibles. Pour 2 jeunes femmes qui n'avaient jamais quitté les habitudes tranquilles de leur famille, ce chemin n'avait rien d'évident. Et pourtant, c'est ce chemin qui apparaît, discrètement, comme leur dernière trace confirmée. Même aujourd'hui, le lecteur de ces dossiers ressent un léger inconfort, une impression qui ne vient pas du contenu, mais du silence entre les lignes. Les sœurs Hernandez n'étaient pas des inconnues, pas des étrangères, et leur absence aurait dû provoquer du bruit, des questions, des pages entières remplies d'efforts pour les retrouver. Mais les archives demeurent étonnamment pauvres, comme si la disparition avait été d'abord trop étrange pour être comprise, puis trop ancienne pour être correctement expliquée. Et au milieu de ce vide administratif, un autre détail subsiste. Un témoin non identifié aurait affirmé, plusieurs mois après les faits, avoir vu les 2 jeunes femmes marcher sans se presser, près des rails, juste avant le crépuscule. Aucune description supplémentaire, aucun nom. Seulement cette phrase, sortie de nulle part, déposée dans un rapport qui ne la reprend plus jamais. C'est ici que commence réellement l'histoire. Car c'est ici que le dossier, jusque-là ordinaire et presque banal, se transforme en une énigme qui a traversé les décennies. Une énigme que personne n'a su résoudre. Une énigme que chaque historien aborde avec prudence. Et juste avant que le premier bloc ne se referme, un dernier détail rend tout encore plus étrange. La page suivante du registre, celle qui devrait contenir la continuation du rapport, a été arrachée. Proprement, méthodiquement, comme si quelqu'un, à l'époque, avait voulu que cette partie de l'histoire ne soit jamais retrouvée. Pour comprendre ce qui s'est réellement joué dans les derniers jours des sœurs Hernandez, il faut se pencher sur leur quotidien tel qu'il apparaissait dans les récits recueillis à Toluca durant les décennies. Ces témoignages, parfois contradictoires, parfois étonnamment précis, permettent de reconstruire un tableau nuancé, presque intime, de la vie familiale au sein de la maison modeste située près du marché.
La demeure des Hernandez, d'après les descriptions conservées, possédait une petite cour intérieure où la mère étendait le linge et où Véronica, les jours de chaleur, s'asseyait pour lire à voix basse. Les voisins se souviennent du claquement des planches que le père réparait toujours le dimanche, de l'odeur persistante de maïs bouilli et du bavardage discret des deux sœurs qui, malgré leurs différences de caractère, partageaient un lien que beaucoup décrivent comme presque télépathique. Daniela, sérieuse, protectrice, attentive. Véronica, plus spontanée, capable d'éclats de rire soudains même pendant les heures de travail. Ce contraste, loin de créer des tensions, formait une sorte d'équilibre fragile que la communauté observait avec tendresse. Les journées des deux jeunes femmes suivaient un rythme précis. Daniela se levait avant l'aube pour aider leur mère, puis se rendait chez le maître d'école autour de 8 heures. Elle revenait l'après-midi, les mains tachées d'encre, le regard absorbé par les pages qu'elle avait copiées. Véronica, elle, passait une partie de ses matinées à accompagner leur mère au marché. Elle savait négocier les prix, reconnaître les fruits les plus frais, déceler les tissus de meilleure qualité pour les travaux de... L'après-midi, elle aidait parfois une voisine plus âgée, ce qui la faisait circuler d'une maison à l'autre, toujours avec cette énergie que le quartier semblait connaître par cœur. Mais dans les semaines précédant leur disparition, quelques détails, discrets, presque imperceptibles, ont été mentionnés dans les témoignages recueillis bien plus tard. Une voisine, par exemple, se souvenait d'avoir surpris Daniela regardant longuement la route menant à la gare, comme si quelque chose ou quelqu'un l'y attirait malgré elle. Une autre personne affirmait que Véronica avait reçu une lettre dont personne n'avait vu le contenu, mais qu'elle aurait soigneusement rangée dans une petite boîte en bois cachée sous son... Rien de tout cela, isolément, n'indiquait un danger. Dans une ville en croissance, où les trains transportaient des nouvelles de partout, recevoir une lettre ou observer les rails n'avait rien d'extraordinaire. Pourtant, plusieurs témoins, interviewés des années plus tard, évoquèrent une impression commune, un changement subtil dans l'attitude des deux sœurs. Daniela semblait plus distraite, Véronica plus silencieuse, comme si chacune d'elles portait un secret qu'elle n'osait formuler, même au sein de leur propre famille. Le père, selon un rapport recueilli en 1934, aurait remarqué que les sœurs discutaient plus souvent à voix basse, parfois jusqu'à tard dans la soirée. La mère, quant à elle, aurait insisté sur un détail troublant. Depuis plusieurs jours, Daniela rangeait systématiquement ses affaires, comme si elle se préparait à un déplacement, ce qui ne correspondait en rien à la routine de la jeune femme, qui n'avait jamais manifesté l'intention de voyager. Certaines rumeurs, difficiles à vérifier, circulaient également dans le quartier. On disait qu'un homme venu de la capitale avait été aperçu près du marché, posant des questions sur les familles locales et notant des adresses sur un petit carnet. Quelques voisins prétendaient même qu'il avait parlé brièvement avec Véronica, mais cette information ne fut jamais confirmée et n'apparaît dans aucun dossier officiel. Il existe aussi un témoignage particulièrement intrigant, bien qu'imparfait, provenant d'une marchande âgée qui tenait un étal près de la cathédrale. Selon elle, 2 jours avant leur disparition, elle aurait vu Daniela acheter un ruban bleu, un objet qu'elle n'avait jamais porté auparavant. Ce détail, pourtant insignifiant, avait frappé la marchande car Daniela était réputée pour sa sobriété et n'achetait que ce qui lui était strictement nécessaire. Pourquoi ce ruban ? Pourquoi ce soudain intérêt pour un accessoire qu'elle ne montre à personne ? L'atmosphère à Toluca, à la fin d'octobre 1917, semblait imprégnée de petites anomalies comme celle-ci. Rien de concret, rien qui, à l'époque, aurait justifié une inquiétude. Mais lorsque l'on relie ces éléments avec le recul d'un siècle, une impression se forme. Quelque chose bougeait dans leur... quelque chose qu'elle percevait, mais dont elle ne parlait en copie. Et ce silence, ce non-dit, devient presque un personnage à part entière dans l'histoire. Un autre détail, issu des archives de la gare, renforce cette sensation. Un employé aurait noté la présence de 2 jeunes femmes, observant les départs et arrivées, sans acheter de billets. Il n'a pas indiqué de nom, il n'a donné aucune description. Seulement cette phrase laconique, inscrite dans la marge d'un registre, elle semblait attendre quelqu'un. À ce stade, rien de tangible ne permet encore de comprendre ce qui allait se produire, mais les fragments de vie reconstruits montrent une vérité essentielle. Les sœurs n'étaient pas simplement happées par le hasard. Elles marchaient, consciemment ou non, vers quelque chose, vers un point de rupture que personne, pas même elles, ne semblait capable d'imaginer. Et dans ce quotidien apparemment ordinaire, un événement minuscule, survenu la veille de leur disparition, est souvent mentionné par les témoins comme une anomalie impossible à ignorer. Pour la première fois depuis des années, Daniela aurait fermé à clé la porte de leur chambre. Un geste rare, inhabituel, et que Véronica semblait approuver d'un signe silencieux de la tête. Un geste qui marque la fin du calme et annonce le début de tout ce qui va suivre. La journée du 24 octobre 1917, telle qu'elle est reconstruite à partir d'archives fragmentaires, de correspondances retrouvées et de témoignages recueillis au fil des décennies,
commence comme toutes les autres. Rien, dans les premières heures du matin, ne laisse deviner que ce sera la dernière journée où les sœurs Hernandez seront vues ensemble. Pourtant, à mesure que l'on assemble les pièces dispersées du dossier, les événements prennent une tonalité particulière, presque suspendue, comme si les deux jeunes femmes étaient conscientes que quelque chose approchait. Selon les registres de l'école, Daniela s'est présentée au travail plus tôt que d'habitude. Le maître d'école, dans un témoignage daté de 1923, affirma qu'elle paraissait concentrée, mais soucieuse, et qu'elle avait travaillé d'un rythme plus rapide qu'à l'accoutumée. Il nota aussi un détail inhabituel. Daniela avait demandé à emprunter un petit livre de géographie, consacré aux voies de ferroviaire et aux routes commerciales du pays. Elle n'avait jamais manifesté de curiosité particulière pour ce sujet auparavant. Véronica, de son côté, fut aperçue au marché vers 9 heures. Une marchande se souvenait qu'elle avait acheté moins de provisions que d'ordinaire, comme si elle ne planifiait pas les jours suivants. Cette marchande, interrogée bien plus tard, remarqua surtout que Véronica semblait distraite, jetant des regards répétés vers la rue principale, celle qui menait à la gare. Elle aurait même laissé tomber une pièce en payant et ne s'en serait pas rendue. Un détail insignifiant en apparence, mais qui frappa la marchande parce que Véronica était habituellement vive et attentive. L'après-midi, plusieurs témoins affirmèrent avoir vu les deux sœurs marcher ensemble dans la ruelle derrière leur maison. Elles parlaient à voix basse, Daniela tenant un petit carnet serré contre elle, Véronica gardant un œil attentif sur les allées et venues dans la rue. Personne n'entendit distinctement leur conversation, mais l'un des témoins rapporta que Véronica avait répété plusieurs fois « Apenas hoy, solo hot, Daniela ». Ce témoignage, bien que jamais confirmé, fut consigné dans un rapport ultérieur rédigé par un fonctionnaire rigoureux, ce qui lui confère une certaine valeur historique. Au crépuscule, vers 17h30, un employé de la gare affirma avoir aperçu deux jeunes femmes correspondant approximativement à leur description. Elles ne portaient ni valise, ni sac visible. Elles se tenaient à distance du quai, là où l'ombre des entrepôts allongeait les silhouettes. L'employé remarqua surtout une attitude. Elles semblaient attendre quelqu'un, mais ne cherchaient pas à être remarquées. C'est à partir de cette scène que la reconstruction devient plus délicate, car les sources se contredisent. Certains témoignages soutiennent que les sœurs sont restées dans le quartier de la gare jusqu'à la tombée complète de la nuit. D'autres affirment qu'elles ont été vues pour la dernière fois en train de rentrer chez elles avant minuit. Pourtant, les archives convergent sur un point. La nuit du 24 octobre fut inhabituellement froide, et un vent sec balayait les rues désertes. Un rapport de police, retrouvé en partie effacé, mentionne une découverte troublante effectuée le lendemain. Devant la porte arrière de la maison des Hernandez, on retrouva des traces de pas de deux personnes, orientées vers l'extérieur. Ce détail, bien que indubitable, demeure entouré de zones d'ombre. Les traces étaient-elles réellement celles des sœurs ? Pourquoi s'étaient-elles éloignées par la porte de derrière et non par la rue principale comme elles le faisaient habituellement ? Et surtout, pourquoi la famille n'avait-elle remarqué aucune agitation cette nuit-là ? Les parents, interrogés plus tard, affirmèrent qu'ils avaient cru que les jeunes femmes dormaient dans leur chambre. La porte étant fermée à clé, personne n'avait voulu les déranger. Ce simple geste, une porte fermée, une habitude inhabituelle, permet aux sœurs de quitter la maison sans éveiller le moindre soupçon. La tension de la nuit se lit aujourd'hui dans la manière dont les documents décrivent l'obscurité. Toluca, à cette époque, n'était éclairé que par quelques lampes à huile et la faible lueur de certaines maisons. Une fois la lune dissimulée derrière les nuages, le quartier de la gare se transformait en un labyrinthe de silhouettes mouvantes. Le vent faisait claquer les volets. Le bruit lointain des locomotives, mêlé aux cris métalliques des rails, créait une ambiance que plusieurs témoins décrivirent plus tard comme oppressante. Vers 22 heures, un vieil homme déclara avoir aperçu deux silhouettes féminines traversant la rue près du dépôt ferroviaire. Il les vit s'arrêter une minute, puis reprendre leur marche vers l'extrémité du quai, là où les wagons en réparation étaient laissés à l'écart. Il ne put affirmer avec certitude qu'il s'agissait des sœurs Hernandez, mais la direction correspondait à la note retrouvée dans les archives de la gare. La dernière trace confirmée apparaît dans un registre différent, celui des wagons de transport de marchandises. Un surveillant nocturne affirma avoir entendu des voix féminines près d'un wagon à demi ouvert. Il ne vit personne, mais il entendit, selon son rapport, des bribes de phrases, un apurat murmuré, un no vuelva a mirar, presque imperceptible. Lorsqu'il approcha avec sa lanterne, les voix s'étaient tues et aucun mouvement n'était perceptible. Ce témoignage, longtemps contesté, fut finalement intégré au dossier parce qu'il correspondait à une autre découverte. La porte du wagon en question avait été laissée entr'ouverte, alors que les consignes exigeaient une fermeture complète avant la nuit. Aucune trace de lutte, aucune empreinte utile, seulement une porte dont la position ne correspondait pas au protocole. À partir de cet instant précis, la reconstruction historique s'arrête net.
Il n'existe plus aucune mention fiable, aucun témoin crédible, aucune lettre, aucun aperçu. Les sœurs Hernandez disparaissent littéralement dans ce silence. Et c'est dans ce silence que le mystère atteint son point culminant. Mais un dernier document, ignoré pendant des décennies, vient jeter une lumière nouvelle. Une lumière faible, fragile, mais impossible à écarter. Dans un rapport d'inventaire ferroviaire, daté du 25 octobre au matin, une note en marge indique « Un wagon de marchandises a quitté la gare avant l'heure prévue. Destination modifiée de dernière minute. Responsable introuvable. » Ce wagon, selon les archives, se dirigeait vers une petite ville située à plusieurs heures de là. Et c'est précisément ce détail, enfoui dans un registre technique que personne ne consultait plus, qui ouvre la porte au bloc suivant. Celui où apparaissent enfin les premières conséquences de la disparition et les traces laissées par un départ que personne n'a su expliquer. Au matin du 25 octobre 1917, Toluca se réveilla sous un voile de brume froide. Rien, dans les premières heures, ne faisait encore pressentir l'ampleur du vide qui venait de s'ouvrir dans la ville. Mais lorsque la mère des sœurs Hernandez frappa à leur porte et découvrit qu'elle était déverrouillée, alors qu'elle avait été fermée à clé la veille, une inquiétude sourde s'installa immédiatement. La chambre était parfaitement rangée, les lits soigneusement faits, les effets personnels à leur place. Trop à leur place, comme si rien n'avait été utilisé depuis la veille, comme si deux jeunes femmes s'en étaient allées avec une précision qui ne leur ressemblait pas. La famille alerta rapidement les voisins, puis les autorités locales. À cette époque, les disparitions n'étaient ni rares, ni systématiquement documentées. Mais le cas des sœurs Hernandez suscita immédiatement l'attention du quartier. Trop de détails. Leur sérieux, leur routine régulière, leur absence d'antécédents problématiques rendaient leur disparition incompréhensible. Les premiers policiers envoyés sur place inspectèrent la maison sans rien trouver d'irrégulier. Aucun signe de lutte, aucune trace de départ précipité. Seules les empreintes relevées près de la porte arrière laissaient entendre qu'elles étaient sorties volontairement, ou du moins sans résistance. Lorsque la possibilité d'un enlèvement fut évoquée, les parents s'empressèrent de la rejeter. Les sœurs n'auraient jamais ouvert la porte à des inconnus, encore moins la nuit. Mais l'absence de clé dans la serrure de leur chambre, après avoir été verrouillée la veille, soulevait un paradoxe que personne ne sut résoudre. La mère insista sur un autre détail. La petite boîte en bois où Véronica gardait généralement ses effets personnels semblait manquer. Pas renversée, pas déplacée, simplement absente. Au fil des heures, la nouvelle de la disparition se propagea dans les rues de Toluca. Les voisins commencèrent à raconter ce qu'ils savaient, ou ce qu'ils croyaient savoir. Certains affirmèrent avoir entendu des pas discrets près de la cour arrière. D'autres prétendirent qu'un homme avait été aperçu près de l'atelier du père quelques jours auparavant. Ces récits, parfois exagérés, contribuèrent à alimenter un climat de confusion où chacun tentait de reconstruire sa propre version. La police fit le tour du quartier de la gare, interrogea les employés, inspecta les registres d'embarquement. Ce furent eux qui découvrirent la note étrange sur le wagon parti plus tôt que prévu. Le fonctionnaire responsable de cette ligne n'avait pas été localisé. Ce détail, loin d'offrir une piste solide, introduit au contraire un nouveau mystère. Pourquoi ce départ précipité d'un wagon de marchandises? Et pourquoi personne n'avait été en mesure d'identifier l'homme censé l'avoir supervisé? Les jours suivants, plusieurs pistes émergèrent et s'effondrèrent aussitôt. Une rumeur soutenait que les sœurs avaient été vues dans un village voisin. Une autre prétendait qu'elles étaient montées dans un train pour la capitale. La police vérifia, recoupa, interrogea, sans jamais trouver de traces concrètes. La gare enregistrait chaque jour des allées et venues désordonnées, trop de voyageurs, trop de départs imprévus, trop d'anonymes de passage. Dans cette foule mouvante, deux jeunes femmes pouvaient disparaître sans laisser d'empreinte. Mais la révélation la plus immédiate ne vint ni des autorités ni des voisins. Elle surgit au sein même de la famille. En fouillant la chambre des sœurs, le père trouva une feuille de papier soigneusement glissée sous le matelas de Daniela. Ce n'était pas une lettre, pas une note d'adieu, seulement une page arrachée d'un carnet avec quelques lignes écrites d'une écriture ferme mais hésitante. Si quelque chose arrive, souviens-toi que nous n'avons jamais voulu faire de mal à personne. Nous n'avons suivi que ce que nous croyions juste. Ne nous en voulons pas. Aucune signature, aucune date, aucune explication. Cette page devint immédiatement un objet central de l'enquête, bien qu'elle n'offrait aucune piste tangible. Et pourtant, elle révélait une chose essentielle. Les sœurs avaient envisagé un départ, volontaire, préparé, et peut-être mûri depuis des semaines. Malgré cet élément troublant, la disparition continua de diviser la ville. Certains étaient persuadés qu'elles avaient été manipulées par une tierce personne, peut-être le mystérieux étranger vu près du marché. D'autres soutenaient qu'elles avaient enfui une situation inconnue, peut-être pour protéger la famille d'un danger invisible. Mais aucun fait concret ne permit jamais de trancher. Plus étonnant encore,
1 mois après la disparition, un colis arriva à la poste centrale de Toluca. Aucune adresse d'expéditeur. À l'intérieur, soigneusement plié, un ruban bleu, identique à celui que Daniela avait acheté 2 jours avant sa disparition, accompagné d'un simple billet, pour qu'on ne les oublie pas. L'écriture ne correspondait à celle d'aucun membre de la famille, ni à celle de Daniela, ni à celle de Veronica. Ce colis fut conservé par la police, mais ne mena à aucun suspect. Les années passèrent sans qu'aucune conclusion définitive ne soit établie. Plusieurs théories furent proposées, puis abandonnées faute de preuves. On parla de fuite amoureuse, d'enrôlement clandestin dans une organisation inconnue, d'un accident caché par les autorités. Mais dans ce dossier devenu légendaire, une vérité s'imposa progressivement. Les sœurs Hernandez n'avaient pas disparu au hasard. Leur départ, volontaire ou non, avait été préparé avec une discrétion extrême, et une intention que les archives ne parviennent pas à nommer. Et au cœur de cette mystérieuse logique, les enquêteurs modernes reviennent toujours à la même question. Si Daniela et Veronica étaient réellement montées dans un wagon cette nuit-là, où ce wagon les avait-il réellement conduites? Cette interrogation, sans réponse depuis plus de 100 ans, ouvre la voie au dernier bloc, celui où le narrateur historien, avec le recul du temps, tente enfin de comprendre ce qui reste lorsque tout le reste a été effacé. Un siècle a passé depuis que les noms de Daniela et Veronica Hernandez ont été inscrits pour la dernière fois dans les registres de Toluca. Aujourd'hui, lorsque l'on ouvre les archives jaunies, lorsque l'on respire l'odeur du papier sec et des encres anciennes, on ressent une présence étrange, non pas celle d'un mystère surnaturel, mais celle d'une absence humaine qui n'a jamais trouvé d'explication. Le dossier, pourtant lacunaire, semble demander qu'on le relise avec une lenteur respectueuse, comme si chaque page portait encore le poids invisible d'une histoire que personne n'a su terminer. Dans les décennies qui suivirent leur disparition, de nombreux chercheurs, historiens locaux, journalistes, étudiants en anthropologie et même écrivains ont tenté de reconstituer le parcours des 2 sœurs. Tous, sans exception, finirent d'eau par se heurter à la même barrière. Au-delà du wagon parti trop tôt, au-delà du ruban bleu envoyé anonymement, aucune trace concrète n'apparut jamais. Aucun témoin supplémentaire, aucun objet retrouvé, aucun registre ferroviaire complémentaire. C'est comme si leur piste s'était dissoute dans les routes poussiéreuses du Mexique d'alors, avalée par un pays en transformation, par des lignes de train encore incertaines, par des mouvements de population que personne ne documentait correctement. Leurs noms cessèrent lentement d'être mentionnés. Les voix qui se souviennent d'elles s'éteignirent les unes après les autres. Et comme tant d'histoires rurales du début leur cas devint un murmure, puis une bribe, puis presque rien. Pourtant, lorsque l'on interroge les archives avec la patience que le temps exige, quelque chose demeure. Une sensation précise, un fil ténu, mais tenace, qui relie tous les fragments. Ce fil n'est pas celui d'une tragédie spectaculaire, ni celui d'un complot. C'est simplement la certitude, difficile à exprimer mais impossible à ignorer, que les sœurs Hernandez n'étaient pas des victimes passives d'un événement brutal. Tout dans leur dernier geste, la porte verrouillée, la boîte disparue, la lettre sans signature, les regards vers la gare, suggère qu'elles avaient décidé quelque chose, et que ce quelque chose dépassait largement la compréhension des autorités de l'époque. Certains historiens ont avancé l'idée qu'elles auraient voulu rejoindre un groupe de femmes engagées dans des mouvements éducatifs ou sociaux, actifs dans différentes régions du pays. D'autres évoquent la possibilité qu'elles aient fui une situation familiale ou locale dont rien n'a été enregistré. Mais la vérité, dépouillée de spéculation, est plus simple. Personne ne sait ce qu'elles cherchaient, et personne ne sait si elles l'ont trouvé. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que leur disparition a laissé une trace silencieuse, mais persistante, dans la mémoire de Toluca. Encore aujourd'hui, certains anciens du quartier de la gare racontent, à voix basse, que leur mère continuait d'allumer une bougie chaque année, à la date du 24 octobre. Une bougie posée près de la fenêtre, tournée vers les rails. Une lumière faible, presque fragile, mais qui persista jusqu'à sa mort. Avec le recul des décennies, ce geste est peut-être ce qui résume le mieux toute l'affaire. Une lueur minuscule dans un monde trop vaste, un espoir obstiné dans un pays en mouvement, une façon de dire que tout n'avait pas été oublié. Car dans les histoires anciennes, la vérité n'est pas toujours inscrite dans les documents. Elle se trouve parfois dans ce qui continue d'exister après eux, dans les silences, dans les rituels, dans les regards que les descendants portent encore vers les mêmes chemins poussiéreux. Aujourd'hui, en refermant les dossiers, une phrase simple s'impose, non pas comme une conclusion, mais comme une constatation douce amère. Le Mexique du début du siècle était un endroit où l'on pouvait se perdre définitivement sans laisser de traces. Et pourtant, si l'on tend l'oreille, on croit encore entendre l'écho de 2 jeunes femmes marchant côte à côte, guidées par un choix que personne n'a compris et par un destin que personne n'a pu suivre. On ne sait pas où elles sont allées. On ne saura sans doute jamais où elles ont fini. Mais les archives, même fragmentaires,
disent une chose, elles ne sont pas parties par hasard. Et pour ceux qui étudient encore ce dossier, pour ceux qui feuillettent ces pages éparpillées par le temps, une question demeure, suspendue comme une poussière dorée dans la lumière d'une salle d'archives. Qu'est-ce qui pousse deux sœurs à disparaître ainsi, ensemble, silencieusement, volontairement, sans se retourner? La réponse n'existe pas. Et peut-être que c'est justement là que réside la seule vérité possible.